Vous imaginez une ingénieure à Paris qui collabore là, en temps réel, avec un expert à Singapour, sur un projet tellement pointu que sa boîte n'aurait jamais pu recruter quelqu'un en interne. Eh bien ça, ce n'est plus de la science-fiction. C'est une révolution silencieuse qui est en train de redessiner complètement le métier d'ingénieur. Et aujourd'hui, on va décrypter ça ensemble. Regardez bien ce chiffre. 14 541 milliards de dollars. C'est juste énorme. C'est la taille que le marché de l'externalisation des services d'ingénierie devrait atteindre d'ici 2034. Pour vous donner une idée, c'est beaucoup plus que le PIB de la plupart des pays du monde. Franchement, ça donne le vertige et ça montre bien l'ampleur de la vague de fonds qui est en train de tout transformer. Alors, pour bien comprendre ce phénomène, on va y aller en 5 étapes. On va partir de la révolution globale, puis on plongera au cœur du défi des entreprises, on verra comment l'ingénieur virtuel arrive à la rescousse, on ouvrira sa boîte à outils et enfin, on essaiera d'imaginer à quoi ressemblera l'ingénieur de demain. Mais avant tout, de quoi on parle au juste ? L'externalisation des services d'ingénierie, ou ESO pour les intimes. En fait, c'est assez simple. C'est quand une entreprise décide de faire appel à un talent qui n'est pas chez elle pour une mission bien précise. Ça peut être pour concevoir une pièce, tester un logiciel. L'idée derrière, c'est quoi ? Gagner en flexibilité. Et surtout, aller chercher une expertise de pointe, pile au moment où on en a besoin. On attaque donc notre première partie, cette fameuse révolution silencieuse. Parce que, et c'est très important, il faut bien comprendre que l'SOC, ce n'est plus seulement une histoire de réduction de coûts comme ça a pu l'être avant. Non, aujourd'hui, c'est un vrai levier stratégique pour être plus agile et surtout pour innover plus vite. Mais alors, pourquoi un tel engouement ? Pourquoi tout le monde s'y met ? Eh bien, tout part d'un défi. Un défi immense, quasi existentiel pour les entreprises aujourd'hui. Il faut innover et il faut le faire toujours plus vite. Et là, on touche au cœur du problème. Imaginez un bureau d'études en mécanique, par exemple. Les projets rentrent, le carnet de commandes est plein. Super, non ? Sauf que les équipes en interne, elles, sont complètement sous l'eau. La croissance va plus vite que leur capacité à recruter, surtout quand il faut trouver des gens avec des compétences numériques très spécifiques. Le résultat, il est sans appel. Les délais s'allongent, les coûts explosent, et l'innovation, elle, finit par patiner. C'est le cercle vicieux classique. Alors comment on fait pour briser ce cercle ? Eh bien, la solution, c'est l'arrivée de ce qu'on pourrait appeler l'ingénieur virtuel. Enfin, virtuel, disons plutôt un expert à distance, qui vient s'intégrer aux équipes pour apporter un nouveau souffle et de nouvelles compétences, pile là où ça coince. Et les résultats, quand on regarde les cas concrets, ils sont assez bluffants. D'abord, on voit un gain de temps de 23% sur toutes les tâches de recherche, de préparation de données. Ensuite, c'est le temps de rédaction des rapports techniques qui, lui, chute carrément d'un tiers. Et ça libère un temps de cerveau disponible absolument considérable pour les équipes. Et ce n'est pas que du temps. L'impact est aussi financier, direct, avec une baisse de 9% sur les coûts des matériaux et des équipements. Pourquoi ? Simplement parce que l'analyse et les calculs faits en amont sont bien plus précis. Bref, on est gagnant sur tous les tableaux. D'accord, mais comment ça marche concrètement ? En fait, le processus est assez bien rodé. Tout part évidemment d'un besoin bien identifié par l'entreprise. En général, en 4 semaines à peine, un assistant virtuel peut être trouvé. Ensuite, il y a une phase d'intégration qui est cruciale pour qu'il s'approprie les outils, les méthodes de travail, et très vite, il devient opérationnel. Il prend en charge la production de plans sur CAO, les calculs, la coordination. Mais le vrai changement de paradigme, le truc qui change tout, c'est l'étape 5. Des ingénieurs seniors sont enfin libérés de toutes ces tâches qui prennent un temps fou. Et ils peuvent enfin se concentrer sur là où ils ont le plus de valeur, la stratégie et l'innovation pure. Évidemment, cette nouvelle façon de travailler, beaucoup plus agile, beaucoup plus flexible, elle ne serait pas possible sans une boîte à outils bien particulière qui mélange à la fois des compétences techniques pures et des qualités plus humaines. L'ingénieur moderne, qu'il soit en interne ou en externe d'ailleurs, c'est un peu un athlète de haut niveau. D'un côté, il y a la technique, le savoir-faire, ce qu'on appelle les hard skills, la maîtrise parfaite des logiciels, la connaissance pointue des matériaux. Mais de l'autre, et c'est tout aussi critique, il y a le mental, les soft skills, la créativité pour trouver des solutions auxquelles personne n'avait pensé, une communication limpide pour bien bosser à distance et une sacrée dose d'adaptabilité pour jongler avec des projets de plus en plus complexes. Et concrètement, dans cette fameuse boîte à outils, on trouve quoi ? Eh bien, des noms qui sont devenus de vrais standards dans l'industrie. Que ce soit SolidWorks ou CATIA pour modéliser en 3D des conceptions complexes, ANSYS pour simuler leur résistance dans des conditions extrêmes, ou encore AutoCAD et Revit pour sortir les plans techniques qui serviront sur le chantier. Maîtriser ces logiciels, ce n'est plus une option, c'est un peu la langue commune de l'ingénierie d'aujourd'hui. Là, une question très pratique se pose, surtout pour celles et ceux qui aimeraient se lancer en freelance. Ces logiciels professionnels coûtent souvent une fortune, alors comment on fait quand on démarre ?
Heureusement, il y a des alternatives beaucoup plus accessibles qui changent vraiment la donne. Fusion 360 par exemple, c'est une super solution sur le cloud, très puissante et collaborative. Onshape, c'est une autre option excellente, entièrement en ligne. Et puis pour ceux qui débutent vraiment, il y a FreeCAD, c'est un logiciel open source, donc totalement gratuit, parfait pour se faire la main. Bref, la barrière du coût à l'entrée, ce n'est plus une fatalité. Toute cette évolution, que ce soit les outils ou les compétences, ça nous amène tout droit à notre dernière partie. Avec des transformations pareilles, à quoi va ressembler le métier d'ingénieur demain ? Et c'est là qu'on observe un vrai basculement dans les mentalités. D'après une étude du cabinet Bain & Company, pour quasiment 3/4 des dirigeants, le critère numéro 1 pour choisir un partenaire externe, c'est son expertise. Ce n'est plus le coût, c'est l'expertise. En d'autres termes, on n'externalise plus seulement pour payer moins cher, mais pour aller chercher les meilleurs talents, peu importe où ils se trouvent sur la planète. Et cette fameuse expertise, la plus recherchée, elle est de plus en plus numérique. Le graphique, il parle de lui-même. La demande explose littéralement dans des domaines comme la cybersécurité, l'Internet des objets ou le cloud. Ce sont ces compétences de pointe qui tirent toute la croissance du marché. Le vrai moteur de cette révolution, c'est la transformation digitale. Alors pour conclure, une question reste ouverte. Si l'expertise la plus pointue, la plus rare, se trouve de plus en plus en dehors des murs de l'entreprise, est-ce que l'ingénieur de demain ne sera pas par définition un partenaire externe, un expert indépendant ? La profession n'est pas en train de disparaître, loin de là. Elle est en train de se réinventer en profondeur, peut-être vers un modèle plus libre, plus agile et finalement plus spécialisé que jamais.